Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Le 4 avril dernier, à 6h30 du matin, la petite ville de Khan Sheikhoun, au nord-ouest de la Syrie, est victime d'une attaque chimique d'une rare violence. 87 morts, dont 35 enfants, des centaines de blessés, des scènes de chaos. L'agent neurotoxique utilisé ce jour-là a fait monter d'un cran l'horreur d'une guerre qui mutile le pays depuis 7 ans. Chaque jour qui passe, le bilan s'alourdit. 500 000 morts, 13 millions de Syriens dans l'attente d'une assistance médicale. Dans cet enfer, des blouses blanches tentent de leur porter secours, mais ils sont aussi des cibles pour le pouvoir. Comment les médecins peuvent-ils encore travailler sous les bombardements? L'un d'entre eux nous raconte, il est mon invité. Professeur Raphaël Pitti, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste à Metz, spécialiste de la médecine humanitaire d'urgence et de catastrophe. Vous êtes ce qu'on appelle un médecin de guerre et vous avez depuis octobre 2012 effectué une vingtaine de missions en Syrie, dont la dernière la semaine passée, pour acheminer du matériel de protection contre les armes chimiques pour les personnels soignants. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, décrivez-nous la situation dans le pays. Alors la situation n'a pas arrêté de se dégrader, bien entendu, depuis 6 ans. Et nous rentrons dans la 7e année de guerre en Syrie. Et donc j'ai pu assister de facto, de visu, puisque j'y vais régulièrement, à cette dégradation sur le plan humanitaire. Et nous sommes devant la plus grande catastrophe humanitaire depuis la dernière guerre. Destruction du tissu économique, destruction du tissu sanitaire, de l'organisation sanitaire du pays, destruction en même temps du tissu social du pays, avec ce qu'on évoque souvent, 500 000 morts, vous venez de le dire, mais ce n'est pas que 500 000 morts. Il y a tous les morts indirects liés justement à l'effondrement d'un système sanitaire. Alors on dit par exemple qu'un Syrien sur 2 serait déplacé ou réfugié, que 13 millions d'entre eux auraient besoin d'une assistance médicale. Absolument. Ce sont des chiffres. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous êtes sur le terrain? Eh bien, ça veut dire au fond une population qui essaye de fuir en permanence les combats parce qu'elle est prise au piège entre les belligérants, que ce soit les groupes rebelles comme ceux du régime. Et cette population-là, prise entre deux feux, constamment essaye de se déplacer pour essayer de fuir. Vous avez par exemple, et je crois que c'est très important en même temps de donner des histoires, parce que ce sont des histoires humaines. Vous avez ce père de famille avec sa voiture, sa femme et ses 2 enfants qui fuient la zone d'Ar el-Zor à l'est du pays, parce que c'est des groupes de Daesh qui sont arrivés. Il va jusqu'à Alep. À Alep, il y a les bombardements qui sont constants. Il prend sa voiture, il se déplace pour aller plutôt vers Atmé, vers l'ouest, c'est-à-dire essayer de passer la frontière pour rentrer en Turquie. Il arrive vers 17h à Atmé. Il se met près de l'hôpital pensant que justement il va pouvoir être en sécurité. Il part pour aller chercher de la nourriture. Il laisse sa femme, ses 2 enfants. On bombarde l'hôpital et il perd sa femme et ses 2 enfants. Voilà, c'est l'histoire des Syriens et c'est constant. Lorsque je suis rentré, et hors antenne, tout à l'heure, je vous le disais, nous avons un médecin qui est formateur. Il est dans une petite ville qui s'appelle Sarakeb. Je lui dis, je suis arrivé au centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Il me dit au téléphone, attendez, on est en train d'être bombardé. C'est ça le quotidien. C'est au même temps un état de droit qui s'est complètement effondré. Les groupes qui sont là, il y a des groupes de rebelles qui sont très bien organisés, mais vous avez aussi des individus qui profitent de la situation et toutes les violences sont là. Le marché noir, bien entendu. Il n'y a plus de vie économique, les gens ont besoin effectivement d'argent pour essayer de travailler. Il y a du racket, on vous enlève. Au même temps, c'est une situation de violence constante et les femmes en payent et les enfants payent le prix d'une manière importante. Le viol est une arme. Le viol est une arme pour détruire des familles, etc. C'est cet état de violence constante dans ce pays depuis 6 ans que nous essayons sur le plan humanitaire de dénoncer, d'accord, mais qui n'a pas de résonance du tout, en tous les cas, dans le monde occidental. Celle du 4 avril a eu une résonance lors de l'attaque de Khan Sheikhoun. Vous n'étiez pas sur place, mais je sais que vous avez suivi heure par heure ce qui s'est passé, oui, puisque vous aviez des correspondants qui étaient, eux, sur place.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui reconstituer exactement ce qui s'est produit ce jour-là? Oui, je peux d'autant plus facilement que lorsque je suis rentré donc la semaine dernière, j'ai rencontré le médecin de Kham Sheikhoun qui a reçu les premiers blessés. C'est un tout petit hôpital, hein, ce n'est pas véritablement un hôpital, c'est une structure de type sanitaire, et lui a son cabinet médical juste à côté de cette structure-là. Donc c'est arrivé vers 6h30 du matin, il y a eu un passage d'un avion. D'accord. Je peux même vous dire, on m'a dit, un Sukhoi 22, donc un avion de type russe, qui a survolé et qui a lâché deux bombes, là, avec 2 explosions et 2 déflagrations, dégagement d'une fumée importante, 50 morts immédiatement sur le lieu du bombardement, et les blessés sont arrivés, amenés par leur famille, etc., sont arrivés à l'hôpital. Ils s'est retrouvé débordés, ils n'avaient aucune tenue de protection, parce qu'ils se sont rendus compte très vite que c'était du chimique, bien évidemment. Alors pourquoi c'était du chimique? À 6h30, cela s'est passé. À partir de 7h30, à peu près 1 heure après, sur notre forum par WhatsApp, j'avais les premières vidéos, j'avais les premières photos, et on voyait très nettement qu'on avait toute la symptomatologie propre à une intoxication par un organophosphoré. C'est-à-dire, dans quel état se trouvent les victimes, victimes de cet agent chimique? D'un agent chimique, ce qu'on peut dire d'abord, là, c'est un organophosphoré. C'est une intoxication par un neurotoxique. Il y a tous les signes d'une paralysie généralisée, puisque ça atteint tout le système nerveux, que ce soit sympathique, parasympathique ou le système neuromusculaire. Donc on a une atteinte généralisée. Vous avez le myosis, c'est-à-dire que les pupilles sont très serrés et non réactifs à la lumière, mais extrêmement serrés. Vous avez des troubles de conscience. Vous avez au même temps une hypersécrétion salivaire très très importante qui vient se surajouter au même temps à la paralysie respiratoire. Et donc une asphyxie très importante des patients. Et vous avez bien entendu des convulsions avec une hypertonicité. Et un syndrome qu'on appelle muscaриdique, c'est-à-dire lié aux troubles parasympathiques, diarrhée, douleur abdominale et diarrhée profuse au même temps. C'est ce tableau-là qui conduit très rapidement à la mort. Est-ce que vous confirmez le bilan de 87 décès, dont 35 enfants? Et pourquoi les enfants sont aussi touchés, ou même plus que les adultes en proportion? Parce qu'on est dans un problème de rapport entre la posologie, si vous voulez, entre la dose du toxique et le rapport avec le poids et la taille de l'individu. Bien évidemment, là où il faut 1 centigramme de ce toxique, parce que je dis bien, on est en partie par million, je veux dire, l'infime quantité que cela suffit pour tuer un individu de 60 kg, c'est environ 1 centigramme. 1 centigramme suffit. Et le toxique pénètre par la peau, très rapidement, comme il pénètre par inhalation, que vous inspirez. Et ça tue très très vite. C'est 500 fois la puissance du cyanure. Exactement, 500 fois la puissance du cyanure. Ceux qui ne sont pas morts, quelles sont les séquelles qu'ils vont garder sans doute à vie? Alors, ils sont surtout en rapport, bien entendu, avec l'atteinte respiratoire, c'est-à-dire avec l'asphyxie, et vous aurez les conséquences cérébrales éventuellement liées au manque d'oxygène, le plus souvent liées à ça. C'est en majeure partie, c'est essentiellement secondaire, si vous voulez, au degré d'asphyxie qu'ils ont eu à supporter. Vous parliez des personnels soignants, eux aussi ont été contaminés. C'est toute la problématique. Le chimique a toujours existé et a continué d'exister après 2015. C'est-à-dire que à partir de 2015, effectivement, il n'y avait plus de sarin qui était utilisé comme neurotoxique, mais il y avait du chlore, où il y avait encore du phosphore, qui a toujours été utilisé. Mais le phosphore et le chlore ne posent pas les mêmes problématiques que celles d'un neurotoxique comme le sarin, qui nécessite une décontamination des patients, enfin des victimes, avant d'être rentrés dans l'hôpital. Autrement, il y a contamination secondaire à partir des victimes elles-mêmes et de la structure hospitalière. Donc ça vous impose une logistique de prise en charge de ces victimes qui est très lourde, parce qu'il faut les décontaminer avant de pouvoir les faire rentrer. Non seulement il faut les décontaminer, mais il faut pouvoir en même temps les traiter en milieu contaminé quand ils sont en situation grave. Ça veut dire que le personnel soignant ou les brancardiers ou les secouristes doivent être en tenue de protection avec leurs masques, etc. et tout le matériel. Ce qu'ils n'avaient pas donc. Ce qu'ils n'avaient pas. Bien entendu, ce qu'ils n'avaient pas. Ce qui explique pourquoi, lorsque les casques blancs, les secouristes sont arrivés sur le terrain, ils ne s'attendaient pas à l'utilisation du sarin. Ils ont été les premiers contaminés. Les secouristes ont été aussi contaminés. Et au niveau de l'hôpital, il y a eu des contaminations secondaires. Et j'ai rencontré un ambulancier qui est rentré dans le coma. Il a fallu 48 heures de réanimation pour pouvoir l'en sortir. Peut-on dire avec certitude qu'il s'agissait de gaz sarin ?
Alors, je ne peux pas le dire, moi, en tant que médecin. Ce que je peux dire, c'est une intoxication par les organophosphorés par un neurotoxique. Et ça, n'importe qui, dès lors qu'il connaît la symptomatologie, en regardant, peut dire. Pour ce qui est du sarin, il faut bien entendu une analyse. Et je pense que maintenant, les Turcs ont fait la preuve, puisque des blessés sont sortis de Syrie pour aller en Turquie et se sont fait soigner en Turquie. 3 ont été autopsiés et la Turquie a bien affirmé qu'il s'agissait du sarin. Le pouvoir syrien et les Russes d'ailleurs nient en bloc et prétendent qu'il s'agissait d'un bombardement entre guillemets classique pour détruire des entrepôts détenus aux mains des milices. Jean-Marc Ayrault disait aujourd'hui, on va apporter la preuve que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez eu des témoignages qui attestent que cette thèse est complètement farfelue? Et bien évidemment, le médecin de Kamchekoun m'a dit qu'ils avaient bombardé, les 2 bombes étaient tombées au milieu du village sur la route. Les gens, quand ils ont entendu l'explosion, sont sortis pour se mettre à l'abri et c'est là qu'ils ont été assassinés. Je dis assassinés parce que c'est le mot exact, ils ont été intoxiqués, etc. Mais donc, l'explosion n'a pas eu lieu dans un bâtiment. L'explosion a eu lieu sur la route, entre les maisons. Et deuxièmement, si ça avait été vrai que c'était dans un entrepôt, que les rebelles avaient pu éventuellement récupérer des munitions chargées en sarin, alors on aurait eu une série de déflagrations. Au même temps, derrière, il n'y a jamais eu de série de déflagrations. Ce que les images vidéo montrent des amateurs, c'était 2 explosions avec 2 fumées qui sortent. On n'a jamais eu. Ensuite, si ça avait été aussi une série de munitions, on aurait eu des fumées qui auraient poursuivi derrière. Mais on n'a pas eu ça du tout. On n'a pas cette image. Si c'était vrai, les Russes sont en mesure de montrer le bâtiment en question par satellite. Voilà, c'était ce bâtiment, c'est là que nous avons tapé et c'est de là qu'est sorti. On n'a jamais eu ça et ils n'ont jamais apporté la preuve de cela. On dit que l'acte était prémédité. La veille, je crois, il y a eu un bombardement dans un hôpital, d'un hôpital qui était proche, et le jour même aussi. Oui. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Un des hôpitaux à Al-Ram a été bombardé alors même qu'il traitait des blessés chimiques. Et puis, ce que je peux vous dire et qui n'est pas apparu dans la presse et dans les médias, c'est que le 30 mars, il y a eu déjà un bombardement avec utilisation d'un produit chimique, mais quand j'ai reçu les comptes rendus, les rapports médicaux, j'ai eu du mal à déterminer si véritablement on se trouvait déjà dans l'utilisation du sarin le 30 mars. On avait une symptomatologie qui paraissait quand même assez contradictoire, on avait du myosis chez ces patients, mais au même temps, ce que disaient les médecins, il y avait une gêne respiratoire, il y avait une insuffisance respiratoire, mais les médecins mettaient en avant l'odeur de chlore. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir du chlore et au même temps mélanger avec du sarin? Le problème, c'est qu'il existe un chlore-sarin. Donc, c'est-à-dire une forme impure de sarin qui utilise comme substrat le chlore. Alors, est-ce que c'était à ce moment-là, est-ce qu'on a utilisé du chlore-sarin le 30 mars, je ne peux pas le dire. Alors, vous le disiez, là, plusieurs attaques ont été perpétrées par les hommes de Bachar el-Assad depuis des années, mais je crois que c'est la deuxième fois, en tout cas la deuxième fois que c'est répertorié qu'il ait fait usage de gaz sarin. La première, c'était en 2013 à Ghouta, et je crois qu'il y a eu plus de 1300 victimes. Quelle signification doit-on voir dans ce geste dont le but est de faire une destruction massive vis-à-vis des populations civiles? Qu'est-ce que veut dire, quelle est la signification de ce geste? Écoutez, je ne peux pas le comprendre. On pourrait même considérer que Bachar el-Assad, alors que la position américaine était plutôt de considérer qu'il fallait peut-être revoir avec lui pour essayer de trouver une solution politique, on peut donc, pour beaucoup d'observateurs, c'était de dire mais il se tire une balle dans le pied, alors même que peut-être sa position va changer et qu'il peut être un des personnages qui permettrait de trouver une solution avec lui. J'ai été sur un plateau de BFM TV avec M. Malbruno du Figaro, qui lui évoquait 2 hypothèses. La première hypothèse était celle que les militaires du régime ne supportent plus la tutelle des Russes, et cela d'une manière importante. Ils ont même puisque les Russes ont même interdit à Bachar el-Assad d'aller à Alep après la victoire. Donc il y a une véritable mise sous tutelle de la Syrie par les Russes, qui insupportent l'armée de Bachar el-Assad. Et donc, ils auraient voulu, en quelque part, montrer qu'eux aussi pouvaient prendre des décisions de cette nature.
Première hypothèse. La deuxième hypothèse était de dire, peut-être qu'il y a une complicité avec les Russes, qui est recherchée d'ailleurs, puisqu'il y a une résolution dans ce sens, savoir si les Russes n'ont pas été complices dans l'utilisation de cette arme, qui permettait de savoir jusqu'où irait la politique, la diplomatie américaine, s'ils l'utilisaient. Savoir un peu pour tester la réactivité éventuellement du président américain par rapport à cela. Voilà, ce sont deux hypothèses. Pour moi, ça ne change rien en fait. Bien sûr, mais votre conviction nourrie par les témoignages que vous avez recueillis sur place, y compris la semaine dernière, c'est quoi ? Mon sentiment, c'est qu'on poursuit un massacre d'une population et que c'est inacceptable, c'est insupportable. On est, je le disais tout à l'heure, devant le plus grand drame humanitaire depuis la dernière guerre. Faut-il rappeler qu'il y a 10 millions de personnes déplacées? Faut-il rappeler que le pays est complètement effondré, détruit à plus de 50%? Faut-il rappeler encore ce massacre de ces gens dans le bus ce week-end? Qui a fait, rappelons peut-être le bilan. On est à 160 morts avec plus d'une centaine je ne sais plus exactement, mais c'est beaucoup plus. Oui, mais c'est beaucoup plus que ce que le chimique a entraîné. Et c'est pour moi insupportable. C'est-à-dire que la réaction occidentale, c'est qu'elle ne supporte pas qu'on puisse utiliser une arme chimique. Mais ça veut dire continuer à massacrer cette population, au fond, avec des armes conventionnelles. C'est beaucoup plus propre et ça nous choque moins. C'est pareil. Et cette hypocrisie est insupportable. 800 personnels soignants seraient morts depuis le début des conflits. Les médecins ont-ils encore les ressources pour soigner les populations? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Alors, dans la région d'Alep, les établissements de santé ont été frappés, je crois, à plus de 100 reprises. En mars 2016, mais vous avez peut-être un bilan qui est plus récent, 60% des structures médicales étaient détruites. Comment peuvent travailler les personnels soignants dans ce chaos général? Alors, on est dans un système qui est, je le dis souvent à mes collègues syriens quand je vais là-bas, vous écrivez une page de l'histoire de la médecine dans cette situation-là. Comment continuer dans une telle situation à soigner une population pour l'aider en même temps face à ce qu'elle vit tous les jours. Et c'est vrai qu'ils écrivent une page de l'histoire de la médecine dès le début. C'est-à-dire que la plupart des hôpitaux étaient des cibles du régime et donc il a fallu créer des hôpitaux clandestins. À Alep, par exemple, il y avait 10 hôpitaux qui étaient numérotés de M1 à M10 et qui étaient des hôpitaux dits clandestins, avec un coordonnateur sur la ville d'Alep qui assurait la coordination entre les hôpitaux lorsqu'il y avait des bombardements, de manière à ce que les blessés qui étaient pris étaient orientés vers ces différentes structures, etc. Puis le régime, bien entendu, a commencé à les cibler les uns après les autres. Alors les étages n'étaient plus utilisés, tout se faisait dans les sous-sols. Et puis pendant l'occupation de la ville d'Alep, ils ont utilisé des bombes anti-bunkers. Par exemple, l'hôpital M10 était dans les sous-sols, n'utilisait plus les étages supérieurs. Eh bien, ils ont utilisé une bombe anti-bunker qui peut descendre jusqu'à 17 mètres de profondeur et exploser sous pression pour détruire ces hôpitaux qui étaient des hôpitaux souterrains. C'est-à-dire que les médecins ne sont plus en capacité, par exemple les chirurgiens, d'opérer, de soigner, de traiter? Oui, l'endroit le plus dangereux devenait l'hôpital. Et les gens finissaient par avoir peur d'aller à l'hôpital, de peur d'être tués. Au niveau de l'hôpital, les gestes étaient rapides. Bien évidemment, on est dans ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire le contrôle des dommages vasculaires, neurologiques, etc., vitaux. Et puis immédiatement, le malade repart dans sa famille. Immédiatement, parce qu'on ne le garde pas, ne l'hospitalise pas. Il revient éventuellement pour des soins où les soins sont faits au domicile avec quelques-uns, avec les personnes environnantes. Donc c'était une situation extrêmement difficile et tendue que vit cela. Le ravitaillement se fait en particulier par le cross-boarding, c'est-à-dire par la traversée des frontières à partir de différents points de frontières avec la Turquie, qui sont des frontières dites humanitaires, où le Croissant Rouge turc autorise l'entrée de médicaments jusqu'à ce qu'on appelle le point zéro, où les structures hospitalières viennent à ce point zéro, récupérer ces médicaments du Croissant Rouge syrien et repartent dans leurs différentes structures. Et donc peuvent être bombardés, par exemple, lors de cet acheminement? Absolument, absolument. Ensuite, ce qu'il a fallu faire, c'est que dans beaucoup d'hôpitaux, les médecins avaient fui. Après 6 ans de guerre, les médecins compétents, les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs ont fui le pays pour mettre leur famille à l'abri, le plus souvent en Turquie.
mais en Turquie, ils ne peuvent pas travailler. Alors en fait, ils sont employés par des ONG qui sont dans ces pays voisins, qui les emploient. Le fait d'avoir un travail leur permet d'accéder à ce qu'on appelle la carte de séjour turque, qui leur permet de rentrer en Syrie et de sortir, puisqu'ils ont une carte de séjour en Turquie. Ce qui fait qu'ils ont un emploi, ils rentrent en Syrie pendant 2 semaines et ils s'alternent comme ça les uns avec les autres, ce qui a permis pendant un certain temps de faire fonctionner ces structures médicales à partir de gens qui assuraient d'une manière alternative le fonctionnement de ces structures dans la mesure où justement ils recevaient un salaire en Turquie, que leur famille était en sécurité. Mais maintenant, ensuite, après la période d'Alep, la Turquie a fermé ses frontières d'une manière importante, elle n'autorisait plus ce passage de frontières et là maintenant on est devant une situation, ce sont souvent des étudiants en médecine qui assurent la prise en charge comme des spécialistes et vous avez des gens sans compétences qui sont infirmiers sur le tas et vous avez une femme de service qui devient infirmière et qui devient sage-femme parce qu'il n'y a personne pour assurer ce travail. On dit qu'à Alep, 10% des médecins seraient restés seulement. Oui, alors c'est ce qui... il faut comprendre en même temps qu'il y a des zones qui sont entre les mains du régime. Par exemple, Alep-Ouest. Alep-Ouest, il y a 2 millions d'habitants qui vivent à peu près normalement, bien qu'ils subissent au même temps le marché noir, etc., une vie chère et tout, mais qui ont une vie à peu près normale. Et il y a 1700 médecins. De l'autre côté, il y avait à peu près 400 ou 500 médecins avec 1,5 million il y a 6 ans. La population a continué à baisser du fait des bombardements constants, etc. On était tombé à plus de 250 000 habitants. Avant le siège d'Alep, il n'y avait plus que 35 médecins, dont une gynécologue et un pédiatre qui a été tué aussi. Alors vous dites souvent c'est une guerre urbaine, vous êtes un ancien médecin militaire. Oui. En quoi est-ce différent d'un champ de bataille, je dirais, traditionnel? Eh bien, dans une guerre un peu conventionnelle, qu'il y a une armée, l'armée a son propre soutien sanitaire. Elle a ses propres structures sanitaires et ses blessés, elle les prend en charge et les assume selon sa filière sanitaire qu'elle met en place. Pour le reste, sur le plan urbain, eh bien, les hôpitaux civils continuent de fonctionner au profit des civils. C'est un peu comme ça que se conçoit le système. Si vous reprenez la guerre de 14-18, par exemple, ou 39-45, il y a des structures. La guerre d'Irak, par exemple, les Américains viennent avec leurs structures sanitaires, mais n'utilisent pas les hôpitaux civils pour ça. Il y a 2 structures séparées. Là, pas du tout. Les rebelles n'ont pas de structure sanitaire. Et dans les zones où les rebelles sont et dans lesquelles ils se battent contre le régime, les hôpitaux de la zone urbaine sont confrontés à l'arrivée au même temps de rebelles blessés, des blessés des combats civils du fait des bombardements, puisque les gens sont piégés dans ces zones de combat. Ils reçoivent là, et en même temps, ils doivent soigner l'appendicite, ils doivent faire l'accouchement, ils doivent prendre en charge des urgences habituelles au même temps. C'est en ce sens où ça pose un véritable problème, et c'est pour ça qu'ils sont ciblés par le régime, parce qu'ils y voient là, au même temps, un soutien aux rebelles au même temps. Et puis, au même temps, c'est de dire, vous ne pouvez pas vivre tranquillement dans les zones qui sont entre les mains des rebelles. Voilà. La nature des blessures est-elle classique, la même que ce qu'on voit ailleurs? Absolument. Et est-ce qu'il y a eu des rapports faisant état de la détresse psychologique des populations? On sait que l'urgence, c'est de soigner des blessures, moins le mental, mais il n'en reste pas moins que... Beaucoup. C'est une population ou des populations traumatisées auxquelles vous devez faire face. Absolument, absolument. Oui, il y a eu des chiffres ou des études faites là-dessus? Non, c'est très difficile. Non, c'est beaucoup trop difficile. Mais par exemple, je suis allé à Tal Abyad. Tal Abyad, c'est une petite ville à l'est, dans le Kurdistan syrien. Je suis allé au mois de novembre et j'y suis même retourné au mois de janvier à Tal Abyad. Tal Abyad était occupé par Daesh pendant 18 mois. J'ai rencontré le médecin. L'hôpital de Tal Abyad a été complètement pillé par Daesh. Ils ont tout volé. Les lavabos, au bloc opératoire, les tables d'opération, ils ont pris le cuivre, etc. Ils sont partis en pillant complètement cet hôpital. Le médecin-chef n'avait plus aucun médicament, plus aucun moyen. Il faisait de la consultation et délivrait des ordonnances en disant aux gens, essayez de trouver les médicaments. Voilà. Et donc, le médecin de me dire, et je lui ai posé la question, mais comment c'était ?
la vie sous Daesh. Il m'a dit, nous avons tous besoin d'un psychiatre aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'un psychiatre. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur pour toute cette population, pour les enfants en particulier à qui on vole leur enfance. Ils avaient 10 ans, ils en ont 16 maintenant. Il y a 65 000 écoles qui ont été détruites. L'enseignement supérieur n'est plus assuré. C'est une situation terrible de catastrophe, dans cette guerre, de tragédie. Vous venez de le dire, d'une violence inouïe. Est-ce que le serment d'Hippocrate est toujours respecté? Est-ce que les blessés des milices sont soignés de la même façon que les civils? Oui, absolument. Écoutez, j'ai assisté en 2013, dans l'hôpital où j'étais, nous avions le centre de formation à côté, des rebelles sont arrivés avec un milicien du régime qui avait été blessé par une balle qui avait arraché une partie de sa mandibule. Il était vivant et conscient, et ils l'ont amené pour que nous puissions le soigner. Je suis retourné dans ma chambre qui était dans l'hôpital vers 22h. Et j'ai vu sortir d'une chambre 2 ou 3 jeunes. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font là, à cette heure-ci, à 22h, dans une chambre? Mon collègue syrien s'est arrêté pour leur parler. Je me suis avancé, et il y avait le blessé qui avait été amené dans l'après-midi, en fait, avait été jeté de son brancard. Il était par terre, non soigné. Donc, je me suis penché pour me rendre compte qu'il était vivant encore, et j'ai essayé de l'aider à revenir sur son brancard. Les jeunes sont revenus derrière et m'ont fait signe qu'il fallait le tuer, que ça servait à rien, que c'était quelqu'un qui... Ils m'ont fait signe comme ça de laisser tomber, de tuer. Avec mon collègue, nous l'avons mis dans le brancard, nous sommes descendus, nous avons demandé à l'équipe médicale de le prendre en charge. Il y a eu une palabre, parce que c'était un milicien. Ils ont fini par le soigner. Le lendemain matin, j'étais en train de faire cours. C'était vers midi. J'ai entendu une rafale de tirs très proche, très très proche. J'ai terminé mon cours, je suis sorti. En fait, le groupe qui avait amené ce milicien était venu le chercher et il l'avait tué devant l'hôpital. En vérité, ils voulaient s'en servir comme monnaie d'échange. Mais comme leur prisonnier avait été tué, celui-ci n'avait plus de valeur. Mais n'empêche qu'il y avait eu cette réaction à l'intérieur de l'hôpital qui avait été de dire on le tue, on ne le soigne pas, etc. Du même coup, systématiquement, à chaque fois que nous faisons cours, et nous continuons encore à le faire, à la fin de chaque cours, qui dure 3 jours, c'est-à-dire à la fin de chaque stage de 3 jours, nous rappelons le serment d'Hippocrate, qui n'est pas le serment d'Hippocrate occidental, qui est le serment d'Hippocrate, une forme de serment d'Hippocrate, mais qui reprend tous les termes du serment d'Hippocrate pour le Moyen-Orient, et nous rappelons justement cela, parce que pour que les hommes ne se laissent pas entraîner dans la violence, et de ne pas rajouter de la violence à la violence, et que notre vocation, notre éthique à nous, c'est celle justement de soutenir et d'aider justement les gens en situation de souffrance. On se retrouve dans un instant avec le professeur Raphaël Pitti pour la dernière partie de l'émission. Vous êtes membre de l'Union des organisations des secours et des soins médicaux. C'est une structure qui regroupe dans le monde entier des médecins syriens expatriés. Et à ce titre-là, vous avez formé, depuis que vous allez en Syrie en 2012, plus de 8000 personnels de santé. Qu'est-ce que vous leur enseignez ? Eh bien, les choses se sont faites progressivement, c'est-à-dire en fonction des besoins. Au début, bien entendu, c'était d'aider nos collègues syriens dans les hôpitaux urbains à assurer la prise en charge de victimes, d'afflux de victimes de guerre. Avec la pathologie propre à la guerre, c'est-à-dire pathologie par explosion, brûlure, blast, crush, leur apprendre aussi à trier, leur apprendre aussi à ce qu'on appelle le damage control, dans un premier temps ne pas vouloir soigner, mais juste permettre justement la stabilisation de la personne après, secondairement, le traitement. Donc, le premier cours que j'ai créé, ça s'appelait ATMG, Apprentissage de techniques médicales de guerre, pour former l'ensemble du personnel à cela. Il fallait bien entendu former aussi les secouristes, parce que 50% des victimes meurent sur le terrain d'asphyxie ou d'hémorragie. Donc j'ai créé un cours qui s'appelait ATSG, Apprentissage de techniques de secours de guerre, et nous avons formé en partie des casques blancs. Ensuite, bien évidemment, il y a un outil qui devient fondamental dans le triage et qui est rapide, c'est un échographe d'urgence, un échographe transportable, un petit échographe. Nous avons réussi à en avoir 17, nous avons formé des formateurs à l'utilisation de cet échographe et nous avons créé un cours qui s'appelle FEU, Formation à l'échographie d'urgence.
pour mettre à disposition. Ensuite, la population se déplaçait en Syrie et elle partait dans des camps qui se sont créés d'une manière spontanée le long des frontières. Mais les frontières étaient fermées et vous aviez là des milliers de personnes dans des camps de fortune sans soutien sanitaire. L'USSM a réussi à obtenir des fonds de l'Europe pour créer des postes de secours pour ces camps de réfugiés. Et donc, il a fallu former le personnel à la prise en charge des urgences obstétricales, pédiatriques, cardiovasculaires, etc. Et donc, j'ai créé un cours qui s'appelait ATMU, Apprentissage de techniques médicales d'urgence. C'est l'urgence normale. Ensuite, on s'est retrouvé devant une autre problématique, ça a été le chimique. Et donc, il y avait les premières attaques chimiques. Donc, il a fallu former à la prise en charge, à la décontamination, etc., avec mise en place d'un coordonnateur, comment décontaminer, comment déshabiller, comment traiter, comment reconnaître le chimique. Et donc, nous avons fait ce cours. Ensuite, il y a eu les hôpitaux. Les sages-femmes disparaissaient dans les hôpitaux. Elles partaient. Il y avait un problème de prise en charge. Il n'y avait plus qu'une gynécologue à Alep pour 250 000 habitants. Donc, nous avons formé, nous avons fait un cours qui s'appelle ATU, Apprentissage de techniques d'obstétrique d'urgence. Qu'est-ce qu'un accouchement normal? En quoi il est pathologique? Et à quel moment il faut passer la main? C'est ce que nous avons fait. Écoutez, ça a tout le temps été comme ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les besoins s'imposaient. Maintenant, il y a une formation à ce qu'on appelle des auxiliaires sanitaires, il n'y a plus d'infirmiers. Il faut former des gens avec une base médicale. En 4 mois, nous formons des auxiliaires sanitaires capables de remplacer des infirmiers. La formation d'infirmiers, je rappelle, c'est 2 ans. Là, ils sont formés en 4 mois. On le disait, vous revenez de Syrie. Vous avez rencontré des représentants de l'OMS. Dans quel but ? Eh bien, justement, l'OMS s'est émue en même temps de la réutilisation aussi du chimique et du sarin en particulier, puisque depuis 2015, tout le monde avait quelque part mis de côté l'utilisation du sarin, puisqu'il était considéré comme non plus utilisable. Et puis, l'OMS cherche à coordonner justement la prise en charge des victimes sur l'ensemble du nord de la Syrie, pour le cas où une nouvelle attaque interviendrait. Donc, je les ai rencontrés à ce moment-là pour essayer de voir comment nous pouvions les aider à coordonner cette action à l'intérieur de la Syrie, puisque l'OMS est à l'extérieur de la Syrie, il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais nous avons un réseau à l'intérieur de la Syrie